Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode du Game Plan. Je suis comme d'habitude accompagné de Brian Boulan. Brian, comment est-ce que tu vas? Ça va bien, ça va bien. Alors, très belle Fight Night qui nous attend. Ça ressemble presque à un pay-per-view. J'exagère un tout petit peu, mais la carte est extrêmement attractive. Pas spécialement au niveau des rankings, mais il y a beaucoup de combattants excitants. Et on clôture sur un main event qu'on va décortiquer ici dans le moindre détail entre Max Holloway et Arnold Allen. Est-ce que toi aussi tu trouves que la carte est spectaculairement bien pour un Fight Night? Ouais, je suis entièrement d'accord. J'ai comme l'impression que ESPN est parti voir l'UFC en disant: «Arrêtez de vous foutre de moi, vous mettez des des cartes pourries, je paye cher, je vais casser le contrat» et là ils ont mis le paquet, quoi. Ils nous Ouais, avaient franchement, ouais. ils nous avaient habitués à des cartes ESPN genre, «Ouais, c'est bon, ils y connaissent rien, on peut mettre ce qu'on veut dessus» et là, ouais, je sais pas, hein, mais en tout cas la carte est incroyable, j'aime vraiment bien. Ouais, ouais, mais c'est bien qu'on puisse souligner ça parce que je pense que pour les nouveaux fans, ils se rendent peut-être pas compte de la qualité de la carte parce qu'il y a des noms peu connus mais qui offrent chaque fois des très beaux combats. Donc c'est surtout ça. Il n'y a pas spécialement des combats qui ont une grande importance au niveau des rankings, mais en tout cas, ça va être des vrais bangers. Mmh. Ok, donc comme d'habitude, on décrit les combattants, leurs statistiques, on donne nos pronostats, ensuite on fait les forces, faiblesses et game plan, nos préférences, et puis on parlera du reste de la carte après avoir décortiqué le main event. Donc, ce week-end, nous avons l'ancien champion Max Holloway face à Arnold Allen. Max Holloway, c'est 31 ans. J'avais l'impression qu'il était plus âgé. Quand j'ai vu son âge, j'étais un peu choqué. Vu la Ah carrière oui? qu'il a eue, je pensais qu'il Ouais. était plus... Ouais, je pensais qu'il était plus âgé. Mais c'est vrai que il a commencé très tôt. Il a commencé à l'UFC à son 5e combat. Il a 23 victoires, 7 défaites. À l'UFC, 19 victoires pour 7 défaites. 10 victoires par KO, 2 par soumission, 9 par décision. Ses 5 derniers combats, il a un mauvais palmarès, 2 victoires pour 3 défaites. Mais les 3 défaites, c'est contre la même personne, Alex Volkanovski. Et les 2 premiers combats sont quand même assez controversés. Donc, Et puis, euh, il a une victoire ouais, contre le champion actuel aussi, hein? le champion intérim actuel. Ouais, Mm. on a compris. Mais c'est vrai que enfin, voilà, Max Holloway, il a enchaîné 13 victoires d'affilée depuis sa défaite contre McGregor. Mmh. Ensuite, il a dû monter en lightweight pour connaître sa première défaite sur les plusieurs années qui sont produites face à Dustin Poirier, un combat que toi, tu avais particulièrement apprécié. Enfin, je pense que tout le monde avait Ouais. apprécié, mais toi, tu l'avais vraiment surkiffé parce que c'était sur la même carte que Israel Adesanya contre Kelvin Gastelum. Donc, il est pas spécialement passé aux oubliettes, mais beaucoup de personnes avaient préféré Israel Gastelum, alors que toi, tu avais largement préféré, si je me souviens bien, Holloway contre Poirier. On en avait discuté Ah justement. ouais, ouais, j'avais vraiment, vraiment apprécié. J'avais apprécié Dustin Poirier avec son travail en shift et les adaptations qu'avait fait Max Holloway en plein combat. Pas d'adaptation entre les rounds, mais en plein combat. Enfin, franchement, c'était Ouais, du très, très haut niveau, quoi. Quoi qu'on en dise, très, très haut niveau. ouais, ce combat était juste merveilleux à Mmh, revoir et à revoir. Et donc, mmh. effectivement, vu la carrière de Max Holloway, ben, forcément, il ne tombe que contre le meilleur du meilleur depuis quelques années, ce qui justifie aussi la raison pour laquelle il a un palmarès un peu gris, on va dire, sur ses récents combats, mais ses performances restent spectaculaires, puisque perdre à la décision contre Volkanovski, puis à la décision partagée, puis masterclass contre Qatar, puis gagner contre Yair Rodriguez dans un combat très engagé. Et finalement, bon, la dernière fois qu'il a rencontré Volkanovski, là, il n'y avait pas vraiment photo. Volkanovski a Mmh. vraiment trouvé le numéro de Max Holloway et de comment le battre. Du côté de Arnold Allen, on est à 29 ans, 19 victoires, une seule défaite. Il est à 10 victoires pour 0 défaite à l'UFC, donc 10 victoires d'affilée au sein de l'organisation. 7 Mmh. victoires par KO, 4 par soumission, 8 par décision. 8 par décision, je le dirai en belge. Ces 5 derniers combats, grosse victoire contre Melendez, une performance que personnellement j'ai adorée, vraiment adorée. C'est une des performances, enfin, je l'avais oublié et quand je l'ai revu, j'étais là, je sais où c'est une des plus belles performances MMA que j'ai pu apprécier. Victoire à la décision contre Nick Lenz, victoire compliquée contre Sodiq Youssouf, aussi décision unanime. Ensuite, le TKO au premier round contre Dan Hooker. Et finalement, la victoire sur blessure, mais que j'ai envie de considérer comme un TKO contre Calvin Kattar.
Avant de te laisser la parole, je passe à une stat qui est très intéressante selon moi, c'est les coups portés versus les coups reçus. On connaît Max Holloway comme quelqu'un qui touche beaucoup, qui envoie beaucoup de volume, mais qui se fait beaucoup toucher en retour. Et c'est vrai, 7,24 touches par minute de son côté, et il se fait toucher 4,89 fois à la minute. Alors que de l'autre côté, pour Arnold Allen, on est sur un volume de jeu beaucoup plus faible. Il touche 3,4 fois ses adversaires à la minute et il se fait toucher en retour 2,25 fois seulement. Et donc une stat intéressante pour moi, c'est son striking defense à Arnold Allen qui est vraiment très bon, avec 67% de défense réussie, on va dire. Donc ça m'intéresse énormément. Donc comme d'habitude, on va parler des cotes de paris et on va dire si on est d'accord ou pas, parce qu'en fait les pronostats, c'est un peu ça, c'est la probabilité qu'on donne à chaque athlète de gagner. Avec Brian, on en a discuté avant le podcast, il y a eu une variation sur les lignes qui était assez intéressante. Donc ça a ouvert plus serré que ce que ça n'est maintenant. Donc les cotes se sont un peu ouvertes. Max Holloway a ouvert à 1,69, donc grosso modo 60% de chance de gagner. Aujourd'hui, il a 1,55, donc grosso modo 65% de chance de gagner. Alors que Arnold Allen avait ouvert à 2,25, donc on lui donnait grosso modo 45% de chance de gagner. Et il est aujourd'hui à 2,45, donc 40% de chance de gagner. Alors il y a l'addition, je sais, ça fait 105%, c'est parce que les bookmakers prennent évidemment un pourcentage dessus. Mais grosso modo, on a ouvert entre 55, 45 et 60, 40 pour Max Holloway. Aujourd'hui, on est entre 60, 65 pour Max Holloway à 35, 40 pour Arnold Allen. Donc on voit, disons que Max Holloway a ouvert comme léger favori et il est aujourd'hui favori modéré. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Brian? Quel est ton pronostat? Euh, Moi, je verrais une cote beaucoup plus serrée. Je reviendrai plus sur la cote de départ. Je suis vraiment sur un 50-50. Et en gros, ouais, moi personnellement, je vois le combat partir de deux directions possibles. Et je suis sur un 50-50 et je pourrais voir Arnold Allen légèrement favori. Je vais être genre un 52-48. Ok. Vraiment, mais ouais, je pourrais le voir légèrement favori. D'accord, ça va être intéressant comme discussion. Moi, j'étais pas 100% aligné avec les cotes de Paris non plus. Je vois quand même Max Holloway garder son statut de favori dans ce combat. Je le donnais entre 55 et 60%, donc plus ou moins comme les cotes initiales. Mhm. Écoute, ça va bien diriger notre discussion du coup. Euh, je t'invite à commencer à nous parler de Arnold Allen parce que moi, je trouve ça super bizarre. Arnold Allen, j'ai l'impression qu'il n'est pas marketé du tout par l'UFC. Donc, je m'étais dit, ah, c'est peut-être parce qu'il est inactif, mais en fait, il n'est pas si inactif que ça. Son combat contre Melendez, c'était en 2019. Donc, c'est la même chose que Max Holloway, son premier combat contre Volkanovski. Les deux, sur leurs 5 derniers combats, ont la même activité. Euh, Arnold Allen nous donne quand même de très belles performances. Moi, je le connais personnellement, il a une super chouette personnalité. Donc c'est assez particulier que l'UFC ne pousse pas ce personnage plus en avant. Enfin bon, maintenant il est main event contre Max Holloway, donc c'est aussi l'opportunité pour lui de briller et de se faire un nom à l'UFC. Oui, ben, je pense que ça vient un petit peu des deux, hein. Je pense qu'Arnold Allen n'est pas non plus, travaille peut-être pas assez pour sa communication. Et je pense qu'il faut une rencontre entre les deux. En tout cas, là je pense que l'UFC lui donne réellement sa chance de pouvoir rencontrer le grand public, clairement. Mhm. Donc, moi, j'espère le voir briller parce que sportivement, je pense qu'il est très fort, très doué. Et, euh, et voilà, en dehors de la cage, il est très discret, quoi, par contre. Je le vois très discret. Ouais, c'est dommage parce qu'il a un chouette franchement, c'est quelqu'un de marrant. Il a un chouette humour, donc c'est. Mais bon, l'UFC est pas fan d'humour. C'est un peu comme Stipe et Ouais. Miocic. J'ai envie de Mhm. comparer leur personnalité. C'est très nature. You get what you get. Ben voilà, tant pis, peu importe. Tu On parles va de, parler du coup de ce qui se passe dans la cage. tu parles de ses bonnes affaires quand il est aux États-Unis, là, sur Twitter, là? De ces bonnes. Non.
Non, je parle de son humour Ouais, en mais général. c'est ça quand je parle d'humour, tu sais, à un moment il disait Ouais, mon bon plan quand je vais là-bas, j'achète ça et ça dans tel magasin, et des trucs comme ça, non? ouais, Enfin notamment. bon. Pour en revenir à Arnold Allen, tu parlais de la défense, et moi en tout cas c'est ce que j'ai écrit deuxième ligne, tu vois, des différents points qui me semblaient importants à aborder sur Arnold Allen. Bon, tout Mhm. d'abord, la première chose, c'est que c'est un gaucher. Donc Ouais. ça joue énormément, enfin, beaucoup de choses sur le combat. Et ensuite, le deuxième point que j'avais noté, c'est qu'il était très responsable défensivement. Mhm. Donc ça répondait à ce que tu disais. Il utilise, alors pas que, hein, mais dans ce qu'il utilise défensivement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il utilise, il travaille très bien à distance. Il se met à distance, travail de in and out. Euh, le travail de measuring, donc main tendue pour le contrôle, le hand control. Et comment on appelle ça? Euh, crossed arm, comme ça, tu vois? Cette défense-là. Ouais. Ouais, La de celui-là. Skin Poirier, quoi. Ouais. Il y a le Romero aussi qui a été un des premiers à Ouais. l'utiliser. Ouais, Romero est probablement le premier à l'avoir utilisé. Dustin Poirier l'a beaucoup développé. Et d'ailleurs, il y a cette anecdote dont on parle assez souvent, c'est Max Holloway, entre le deuxième et troisième round contre Dustin Poirier, qui dit à ses coachs, He's blocking weird. Genre, Ouais. il bloque bizarrement, parce qu'effectivement, il utilise cette garde-là qui est excellentissime face à quelqu'un qui a un bon jab et un bon direct, parce qu'en fait, tu viens taper ton jab contre le cou de ton adversaire, c'est toi qui te fais plus mal. Et ouais, c'est très intéressant comme Et, défense, surtout face à Holloway. et un autre qui l'avait utilisé merveilleusement bien, et ça va faire petite liaison, c'est Rory McDonald contre le gros frappeur là, Lawler. contre Robbie Lawler, exactement. Et où s'entraîne Rory McDonald et où s'entraîne Arnold Allen. Firas Zahabi, Exactement, star. exactement. Un peu d'ailleurs, voilà, on en discutera, mais un peu le même style sur le plan défensif et sur le plan euh, Ouais, le jab. entrée. Ils ont un jab un peu similaire aussi, je trouve. La façon de l'envoyer, c'est très. On sent l'inspiration Firas Zahabi derrière. Ouais, ouais, ouais. Je continue sur ce que je pense d'Arnold Allen pour Vas-y, commencer. vas-y, vas-y. Ok. Cool. Déroule. Moi, je pense que c'est un combattant. Il a commencé très jeune, hein, sa carrière pro. Je sais pas quel âge il avait. Combattant qui me semblait très versatile. Donc nous, on l'a connu, je pense, toi aussi, hein, j'imagine, pendant sa carrière au Cage Warriors, où il avait affronté un de nos combattants belges, Ouais, Gaetano. Gaetano, et très versatile parce qu'il est réputé pour être un bon striker, et contre Gaetano, il avait utilisé sa lutte, son contrôle à la cage, son sol. Il avait respecté la puissance de frappe de Gaetano, et il avait fait ce travail-là. Donc il était parti réellement sur un game plan, enfin voilà, qui est pour la victoire. Donc moi j'avais marqué très versatile aussi, capable de, c'est un striker, mais il est capable d'aller chercher la lutte s'il faut, d'aller chercher les soumissions pour finir, même s'il a touché debout. Et, et autre chose, alors ce que je trouve bien sur ce combat-là, c'est qu'on a quand même deux combattants qui ont été testés euh, Ouais. par le passé par différents profils. Quand on a débriefé sur Yanez Font, par exemple, on avait peu d'indications, peu d'indicateurs sur Adrian Yanez, vu qu'il a été peu testé. Eux, pour moi, ils ont été tous les deux bien testés. Arnold Allen sur différents profils. Des gars qui frappent fort, des gars qui... Tout, hein, des grappleurs, des lutteurs, du volume. Ouais, franchement, Ouais, on a vraiment eu tout. On a eu effectivement du volume sur Sodiq Youssouf ou Hooker Qatar. ouais. Même s'il a réussi à diminuer leur volume, on a eu de bons grappleurs en Mats Burnell. D'ailleurs, quel combat c'était contre Mats Burnell. Makwan Amir Américain en Kali. Donc, il a grappling. vraiment. Ouais, et puis il a aussi eu ces trucs de comeback. Contre Mats Burnell, je trouve qu'il revient bien dans le combat. Contre Alan Homer, il était parti pour une défaite. Ah Alors, bien oui, sûr, oui, il oui, s'est elle était défait incroyable tout à cette la victoire. fin. Ouais, c'était magnifique. C'était au Euh, Canada, ça, non? non, celle-là, j'étais sur place, c'était à l'UFC Berlin. Ah ouais. Très bien. Très belle carte dans l'entier. Enfin, on s'écarte un peu du sujet, mais Ouais. effectivement, je te rejoins. Arnold Allen, je le vois aussi comme un stratège qui est capable.
Qui va toujours privilégier le pied-point, mais s'il sent que c'est trop dangereux pour lui, il va pas hésiter à lutter et grappler. Mmh. En pied-point, je trouve qu'il a cette faculté, heu, au-delà du fait qu'il a une bonne défense, il a cette faculté d'attaquer sur des bons angles, d'attaquer au moment où lui peut trouver son ouverture sans que son adversaire puisse, avoir des contres intéressants. Il attaque sur tous les niveaux, il attaque les jambes, le corps, la tête, avec toutes les armes possibles et imaginables. Il attaque beaucoup le corps, ce que j'aime beaucoup, ce que j'apprécie énormément, et il est capable de varier le rythme du combat à des moments opportuns pour lui. Tu l'as aussi noté? J'ai marqué casser le rythme, hein. Voilà, c'est ça, c'est un truc de fou. Sur ces 2 derniers combats, que ce soit contre Qatar ou Hooker, tu vois que quand il sent qu'il a de la frappe lourde et que ça sonne un tout petit peu son adversaire, il va accélérer. Et puis s'il sent que l'adversaire a récupéré et qu'il a risque de se faire contrer, hop, il rediminue. Et il a vraiment cette maturité pour quelqu'un qui n'a pas spécialement affronté tout le monde du top 5, tu vois, c'est quelque chose normalement que tu vois avec beaucoup d'expérience à haut niveau, parce qu'il bon, ce sera son 21e combat professionnel, donc il a une bonne expérience, mais c'est pas encore quelqu'un il a été fort testé, comme tu l'as dit, mais il n'a pas encore affronté, il n'a pas encore fait 5-6 combats dans le top 5, quoi. Là, ce sera son troisième, quatrième, enfin, non, plutôt deuxième, troisième combat dans le top 5 de la division, Ah oui, donc voilà, je trouve qu'il a une vraie maturité de combat. quand j'entends tester, c'est vraiment, il monte et à chaque fois, il a un petit palier supplémentaire, quoi, et il les passe à Ouais. chaque fois. C'est pas il a été testé avec le top alors que le gars vient d'arriver, clairement, et et il a pas une route non plus, pavée, tu vois? Genre, hop, on va lui mettre un gars pour le faire monter, monter, monter et puis, on le testera contre le top à la fin, tu vois? Non, parce que là, il a été underdog dans ses 2 derniers combats au minimum. Je ne sais pas si contre Youssouf, il était underdog, mais sur papier, ça devait être assez serré. En tout cas, Mmh. contre Hooker et Qatar, je pense qu'il était pas vu comme favori, à l'entrée du combat. Mmh. Et pourtant, il aurait dû, vu la prestation qu'il a fait contre Ronaldo. Oui, tout à fait, hein, clairement, clairement. Est-ce que tu perçois des défauts ou des faiblesses chez, Arnold Allen? Ou ça t'a l'air d'être déjà un produit fini? Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le fait qu'il était underdog. Moi, sur les 2 derniers combats, alors peut-être pas avec Qatar, parce qu'il est mais j'ai l'impression qu'il est aussi souvent un peu, sous-estimé, tu vois? Et pour moi, ça, comment il s'appelle? Quand il a gagné sur Dan Hooker, pour moi, Dan Hooker a pas du tout respecté, l'a pas du tout «respecté» entre guillemets. Il est rentré dedans, comme si Mmh. ça allait être un combat facile. Donc ça, c'était juste, je pense aussi un entre guillemets «un point fort», c'est que c'est pas un pro tant mieux pour lui qu'il soit légèrement sous-estimé, tu vois? Sur ses points faibles, sur ce combat-là, bah, c'est un 5 rounds, donc Ouais, on ne connaît pas du tout son cardio sur 5 rounds. J'ai des souvenirs que dans le troisième des fois, c'était difficile ouais, contre et Youssouf, notamment, c'est ça que j'ai souligné dans mes notes. il est très, très volumineux musculairement, donc je le vois ralentir au fur et à mesure des rounds, hein, et je pense que ça explique aussi le fait qu'il soit underdog, tu vois? Ouais. Sur 5 rounds, hein. Ouais, je pense que ce serait, des cotes complètement différentes sur 3 rounds, je te l'accorde complètement. Moi, c'est la raison principale, je pense, pour laquelle je donne encore, Holloway favori dans dans Ouais, dans je ce comprends. combat. C'est parce qu'on a ce côté 5 rounds qui a son importance. Ah bah, c'est pour ça que je vois du 50-50, c'est tout va se passer à partir du troisième. Troisième. Du 3e. Une fois le troisième terminé, je pense que là, voilà, il y aura plus trop de surprises, tu vois? Ouais. Ouais, après, c'est ça qui est intéressant dans l'analyse d'un combat, c'est que tu as le côté stats et Mmh chiffres. mh. Mmh. Ça, tu peux pas bouger. L'âge du combattant, tu connais. Son palmarès, tu connais. Les statistiques sont données par UFC Stats. Donc ça, c'est voilà, tu peux faire des interprétations statistiques comme Mmh. tu le veux, mais les chiffres sont là. Tu as la partie technique analytique, c'est ce qu'on a vu par le passé dans la cage. Et puis, tu as Mmh. toutes les inconnues. Je vais prendre un exemple qui, moi, me semble assez pertinent. C'est par exemple Fares Ziam dans son dernier combat à l'UFC. Tout le monde le voyait comme légitime underdog contre Figlak parce que de ce qu'on avait vu par le passé de Fares, ça paraissait logique qu'il soit underdog dans ce combat. Et quand il a fait la performance à l'UFC Paris, on a vraiment fait, OK, là, il a fait une progression de malade à laquelle qu'on ne pouvait pas spécialement anticiper. Au même titre que Israël Adesanya sur le dernier combat,
on ne s'attendait pas à cette stratégie parce que c'est quelque chose qui est inconnu du public. On ne voit pas ce qui se passe dans le training camp. Et donc, ça, c'est toujours intéressant. Donc ici, de ce qu'on a vu du passé de Arnold Allen, on se dit qu'à partir du 4e round, ça devrait être difficile pour lui face à Max Holloway. Mais rien, il existe toujours cette petite probabilité qu'en fait, le mec, il tienne avec un haut rythme de combat C'est jusqu'au 5e round et que ce soit l'élément surprenant. tout à Mais fait. donc, effectivement, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on doit analyser et voir le combat. C'est, OK, si ça dure au-delà du 4e round, au-delà du 3e, ça va commencer à se compliquer pour l'anglais. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, sur ces points faibles, hein, entre guillemets, hein, moi, j'aurais surtout ça. Et comme tu dis, hein, avec ce pourcentage de chance que ça n'en soit pas un. Toi, tu Ouais. voyais quoi comme point faible là? Bah, moi c'est juste ça, en fait. C'est le 5 rounds. Et alors, comme point faible, je pense qu'il a potentiellement du mal face aux combattants volumineux. Youssouf qui poussait beaucoup l'action, il avait du mal à trouver son espace. Il a des bons déplacements latéraux quand il a de l'espace. Mais quand il est poussé à la cage, c'est pas quelqu'un qui va faire comme Israël Adesanya à vraiment feinter ou comme Eddie Alvarez qui est très connu pour ça, à se déplacer d'un côté et de l'autre pour trouver son ouverture. Euh, donc c'est ouais, c'est quelque chose. Je pense que Firas Zahabi c'est quelqu'un de très intelligent. Et d'ailleurs, on l'a vu dans la carrière d'Arnold Allen, comme tu dis, il a passé chaque fois des échelons, mais en progressant aussi entre chaque combat. Donc je pense que il a trouvé le bon camp d'entraînement pour lui, pour progresser. Ouais. Mais un défaut que j'avais remarqué, c'est cette difficulté de gérer quelqu'un qui le presse et qui, en plus de le presser, active un certain volume de jeu auquel lui n'est pas spécialement habitué. Ouais, pour autant, sur ces deux dernières victoires, je trouvais que c'était des gars qui mettaient du volume et de la pression, non? Ouais, Et, mais euh, et Dan c'est là où Hooker, j'avais été. Dan Hooker, tu vois, comme s'il avait fait les adaptations suite à Sodic. Dan Hooker, il lui Ouais. met énormément de pression et il lui met du volume et il le connecte. Et Mhm. Calvin Kattar, si je dis pas de bêtises, pas le finish, mais il le connecte, hein, au premier round. Et Oui, il le connecte très bien au premier round, il suit très bien derrière. Mais c'est ça qui m'avait surpris dans ce combat, et c'est là où je mets quand même un point d'interrogation sur ce que je dis, c'est Calvin Kattar n'était pas sur son volume de jeu habituel. Et moi, j'ai Ah toujours oui, tendance à donner le crédit à celui qui gagne plutôt qu'à celui qui perd. Donc, je parle pas d'une contre-performance de Calvin Kattar, je parle juste de les déplacements, la façon de rentrer-sortir de Arnold Allen, la façon de se défendre d'Arnold Allen, qui justement venait beaucoup chercher je pourrais le dire mille fois, cross defense, peu ce importe. Je cross pense que ça a arm. freiné l'envie cross arm defense ou prison block. Ça, Je pense c'était. que Jack Slack utilise prison block pour ce terme. Mais je pense que c'est ça qui a fait que le volume de jeu de Calvin Kattar a diminué. En revanche, j'ai pas l'impression que tu aies des systèmes de jeu qui puissent faire réellement diminuer le volume de jeu de Max Holloway, parce que quand tu regardes, Max Holloway a été moins volumineux contre Volkanovski, mais ça restait quand même du très haut volume de jeu. Et je pense que ça peut ennuyer Arnold Allen dans ce combat-ci. Ouais, ouais, ça se tient, ça se tient. Ok, eh ben, je pense qu'on va passer plus rapidement sur Max Holloway parce que tout le monde le connaît. Ouais, tout à fait. Euh, Tout le monde sait comment il combat. C'est pas spécialement quelqu'un qui vient en plus avec des stratégies. Selon moi, c'est quelqu'un qui vient pour imposer son jeu. Il fait les adaptations dans le combat. Mm. Il s'est adapté contre Volkanovski, surtout entre le 1 et le 2. Mais par contre, quand il rencontre quelqu'un de nouveau, voilà, il part du principe que c'est lui qui doit imposer son rythme, c'est lui qui doit imposer sa dynamique de combat. Et il ne fait pas spécialement d'adaptation technique par rapport à ses adversaires, selon moi. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Moi, j'avais noté, en plus de ça, que ouais, bah, il est réputé pour son excellent menton. Ouais. Et ça va me questionner, en fait, sur ce combat-là, tu vois. Sur Mhm. l'excellent menton, entre guillemets. Alors, j'écoutais un Anglais ou un Américain qui disait comme ça qu'il a eu quand même beaucoup de temps pour récupérer depuis cette dernière guerre, entre guillemets. Tu vois. Ouais. Et donc, mais voilà. Donc, pour moi, c'est un avantage, cet excellent menton. Mais je le mettrais aussi dans un inconvénient, tu vois.
Totalement d'accord. C'est typiquement le Chuck Liddell, Tony Ferguson, etc. Tous ces gars qui dépendent, enfin, dont le style dépend partiellement de leur menton et leur capacité à encaisser des coups. Ça fonctionne jusqu'au jour où. Et ça aussi, ça fait partie des inconnus. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, ce week-end, ça va encore tenir le coup? Ou est-ce qu'on va être tout surpris en disant, ah ouais, ok, il a plus cette capacité à encaisser et du coup, Ouais. il descend aux enfers. D'où mon 52-48, tu vois. C'est vrai, avec toutes les guerres qu'il a enchaînées, on peut se dire que c'est, C'était- à l'image de Tony Ferguson, il est à un combat de devoir réinventer son style, parce que c'est ça le problème pour moi, Max Holloway, le jour où son menton ne tient plus, s'il réinvente pas son style, ça va être une mauvaise fin de carrière qui va nous faire mal au cœur à tout le monde. Ouais, je pense. Je suis assez d'accord là-dessus. Pour le reste, tu as quelque chose de particulier sur Max Holloway. Voilà, on peut le décrire comme quelqu'un qui, gros volume de jeu, pas peur de l'échange, extrêmement compétent, très bon jab, très bon cross, capacité de combattre dans les deux gardes, très bon setup pour ses combinaisons. Il est capable de feinter, d'engager sur une attaque simple, d'engager sur des longs combos, trouver ses ouvertures. Il est bon à toutes les distances, hein, même si tu essaies de casser la distance, il a des bons coudes. Très bonne défense. Défensivement, Défense ouais, de lutte voilà, aussi. Même, ouais. tu vois, tu disais que si Allen ça allait pas dans son jeu et qu'il allait chercher la lutte, je pense que Holloway saura s'en sortir et se relever. Ouais, la dernière fois qu'on a vu un Holloway avoir du mal avec la lutte, réellement, c'était contre McGregor. Depuis, Dustin Poirier, je pense qu'il il le gère un peu au sol, mais depuis, il a vraiment travaillé son jeu défensif et j'aime bien le prendre comme exemple d'une lutte défensive proactive. C'est pas quelqu'un qui se contente de stopper les amener au sol ou de ne pas se faire amener au sol ou de juste empêcher son adversaire d'avancer de position. C'est quelqu'un qui cherche à séparer l'action et il est très bon pour ça. C'est-à-dire que tu vas avoir du mal à le conserver dos à la cage. Il va trouver un système pour créer de la distance et reprendre le centre pour réattaquer. Ouais. Ouais, moi je pense avoir fait le tour. Ouais, sur Holloway, je pense qu'on a fait le tour, hein, comme tu disais. On le connaît relativement bien, quoi. Alors, pour la partie game plan, je pense que je vais vouloir introduire Moi, j'ai écrit 5 règles pour battre Max Holloway. Et ça va définir pourquoi mon pronostat va à l'avantage de Max Holloway. Et alors, tu vas me dire si tu es d'accord avec ces règles ou pas. Alors, pour moi, la première règle pour battre Max Holloway, c'est d'avoir une bonne défense en pied-point. Un pourcentage de striking defense élevé. En fait, j'ai juste pris les points communs entre Volkanovski et Dustin Poirier, parce que ce sont ses défaites sur les combats récents. Et les combats où il a eu un peu plus de mal, on voit que certains avaient quelques règles, mais pas toutes. Donc, striking defense élevé, être capable de matcher plus ou moins son volume, ce qui est potentiellement le truc le plus compliqué. Avoir des frappes dures sur certains moments, être capable de lui faire peur avec les frappes qu'on envoie en retour. Avoir des bons déplacements et capacité à ralentir le rythme de Max Holloway avec les déplacements. Donc se donner de l'espace pour empêcher Max Holloway d'attaquer tout le temps. Et avoir des bons low kicks. Je pense que ça, ce sont les règles. Et alors, j'en rajouterai une qui fait évidemment du sens, c'est être capable de tenir les 5 rounds face à Max Holloway, qui est extrêmement difficile à finaliser. Donc voilà, ça c'est pour moi les règles que tu dois respecter si tu veux avoir le moindre espoir de gagner contre Max Holloway. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est vraiment, vraiment ça. Et suivre avec les frappes, un petit peu comme avait fait Dustin Poirier, peut-être aussi. Ouais. Donc s'il désengage, mais on l'a vu, hein, il est capable de réadapter très rapidement. Ouais, c'est vrai qu'un des gros défauts de Max Holloway, c'est qu'il recule beaucoup en ligne. Ça lui arrive rarement de reculer parce qu'il y a peu d'adversaires qui savent le forcer à reculer, mais quand il le fait, il y a vraiment moyen de le pousser jusqu'à la cage et de continuer à combiner quand il est dos à la cage, que Dustin Poirier avait très 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 bien fait. Et Dustin Poirier est gaucher. Le petit clin d'œil. Et donc voilà, moi, la raison pour laquelle justement je garde Max Holloway en favori, c'est parce que le point 2, donc la deuxième règle, matcher plus ou moins le volume de Max Holloway, c'est le point qui, selon moi, sera très compliqué pour Arnold Allen. Donc le seul moyen
pour moi, que Arnold Allen puisse remporter ce combat, c'est de maximiser le point 4, avoir des bons déplacements et être capable de ralentir le volume de jeu de Max Holloway. Parce que s'il arrive à ralentir le volume de Max Holloway au point de matcher le sien, Mhm. alors là, il a vraiment ses chances. Ouais, et rappelle-moi ton point 3 parce que je pense qu'il y a un moyen de... Frappe dure, Voilà. les frappes dures. Pour moi, le moyen vis-à-vis du volume, et on l'a vu vis-à-vis des juges, hein, des frappes plus significatives, une seule frappe peut annihiler 60 coups faibles, entre guillemets. Ouais, c'est typiquement ce que Arnold a fait contre ce Dick Youssouf. Je sais pas, attends, je crois que je peux vite retrouver les stats si ça te dérange pas. Voilà, Allen a touché ce Dick Youssouf 21 fois sur les 3 rounds. Il s'est fait toucher 47 fois. Donc il y a plus de fois 2 en différence. Ouais. Et pourtant, il gagne le combat à la décision. Alors on va quand même essayer de nuancer ça parce que le dernier round a été largement... Ouh, c'est dingue. Le dernier round, c'est 16 frappes à 2 pour Sodiq Youssouf. Mais malgré tout, on est à 13-10 dans le premier round pour Sodiq et à 18-9 dans le deuxième round pour Sodiq. Donc Sodiq a dominé le volume sur tous les rounds, mais les 2 premiers ont été donnés à Arnold Allen sans la moindre discussion. Je suis allé voir avant Ouais. le podcast. Tous les médias et tous les juges sont d'accord sur le 29-28. Donc malgré la différence de volume dans le premier et deuxième, c'est Arnold Allen qui avait les frappes les plus C'est pour ça qu'il faut significatives. toujours se méfier suite à un combat, une décision, d'aller regarder le nombre de frappes qui ont été portées pour pouvoir revenir sur un round, entre guillemets, quoi. C'est des très très Bien bons sûr. indicateurs pour savoir si c'est quelqu'un qui est en volume. Mais par contre, une frappe qui est proche de mettre KO aura beaucoup plus d'impact dans la décision du juge que 10 frappes Ouais. pour aveugler, par exemple. Ça, c'est un des rares points qui est noté noir sur blanc dans les critères Ah de ouais, juge, ouais, parce ouais. que les critères de juge, il y a beaucoup d'interprétations de certaines phrases qui peuvent être interprétées de manière différente. Ça, c'est noté noir sur blanc et c'est écrit en majuscule d'ailleurs dans Ouais, genre ouais. tu as les règles. Et donc c'est l'impact immédiat, qui est immédiat écrit en majuscule, marque plus de points que l'impact cumulé. Donc 10 jabs légers ont moins de valeur qu'un overhand qui te met knockdown. Et pour revenir sur un combat qui s'est déroulé il y a peu de temps, des low kicks, ça va être un impact cumulé qui pourra peut-être ou non avoir un impact à la fin du combat. Par contre, des frappes qui touchent et qui font vaciller, une seule, c'est l'autre qui prend le round, hein. Donc même s'il y a 20 low kicks et d'un côté et 2 frappes au menton, on Mhm. perd du temps. Ouais, Donc ouais. on sait dans quelle direction ça va partir. Ok, est-ce que tu as quelque chose à ajouter en termes de game plan? Parce que comme j'ai dit, moi, Max Holloway, pour moi, il vient pas avec des game plans, donc ça sert à rien vraiment d'établir une stratégie qu'on doit appliquer face à Arnold Allen parce que c'est pas nécessaire de le faire aujourd'hui. C'est plus Arnold Allen qui va devoir, et on sait qu'il va le faire parce qu'il est du coin de Firas Zahabi, de venir avec une stratégie. Est-ce que tu as des points que toi tu as soulevés qui pourraient être intéressants ici? Pour Max Holloway, quel game plan il pourrait utiliser, tu veux dire? Plutôt pour Arnold Ah, Allen. pour Arnold Allen, ouais. Pour moi, pour Arnold Allen, c'est ce dont on a parlé. Donc, oh, travailler en gaucher, faire du in and out, laisser peu d'espace, entre guillemets. Enfin, vraiment casser le rythme, hein, pour que Lowen puisse pas s'installer, chercher les frappes puissantes et lourdes en débordant, comme il le fait bien. Le 2-1, donc le cross jab, euh, ce genre de choses. Pourquoi pas aller accrocher un peu à la cage et dans le travail que Max Holloway va faire pour pouvoir s'en sortir, reboxer derrière, tu vois. Donc faire un petit peu de dirty boxing, tu vois. Ça pourrait Ouais. être quelque chose d'intéressant. Mais ouais, c'est à voir un petit peu sur la configuration et sur les déplacements. Ouais. C'est... Ouais, je pense que ça va être plutôt ça. Moi, je, je pense pas que ce soit le game plan idéal. En tout cas, c'est le game plan que j'aimerais voir. Mais je pense que je, je dirais Arnold Allen, il faut que tu le mettes KO dans le 2 ou le 3, tu vois. Ouais, ça c'est vrai que ça fait partie des inconnus aussi. C'est est-ce que tu pars du principe que comme tu vas pas savoir tenir le rythme de Max Holloway sur 5 rounds, est-ce que tu viens avec un game plan risqué qui serait peut-être le moins risqué? C'est une phrase que j'avais aussi utilisée pour Adesanya contre Pereira. Est-ce que, enfin tu vois,
tout donner dans les 2 premiers rounds pour chercher le KO, c'est extrêmement risqué parce que si tu l'obtiens pas, tu te fais rouler dessus à partir du 3e parce que tu es beaucoup plus fatigué que Max Holloway. Mais est-ce que c'est pas ta route vers la victoire la plus probable aussi? Ouais. Et du coup, ça paraît risqué, mais c'est la carte à jouer. C'est intéressant. Et tu parles de Adesanya Pereira, on pensait tous qu'il allait mettre au sol, que c'était le moins risqué. Moi, personnellement, je trouvais ça risqué parce que je trouvais que la lutte offensive d'Adesanya n'était pas au point et on l'avait vu sur le premier. Et au final, le plus risqué pour moi, c'était de rester debout parce qu'il y avait cette patate du gauche. Mais effectivement, c'était peut-être le moins risqué pour Adesanya de boxer, quoi. Donc, Ouais, c'est ça qui est beau dans le MMA aussi. ouais, c'est ça Il y a qui est tous ces fou. calculs qui doivent être faits. Bah, écoute, on va finir sur les pronostics officiels. Moi, je vais donner le mien qui paraît logique, hein, puisque je donne 55-45. En général, quand tu es sur un 55-45, c'est que ça reflète un 48-47 à la décision pour Max Holloway. Donc, je sais pas trop. J'hésite en fait, je me dis peut-être que Arnold Allen va être en mode plus observation sur le premier round et que ça va aller pour Max Holloway, et puis qu'il va prendre le 2, peut-être le 3, et alors 4-5 à l'avantage de Max Holloway, ou bien il prendrait que le 2, et donc on serait sur un 49-48 pour Max Holloway. Mais voilà, je vois un Max Holloway à la décision. S'il y a un finish, c'est vraiment tard dans le combat pour moi, à l'avantage de Holloway. De Holloway. Bah écoute, moi je suis entièrement d'accord, hein. C'est pour ça que le 50-50, c'est vraiment deux scénarios que je peux imaginer, cette décision. Le scénario que j'aimerais, donc qui va biaiser aussi mon choix, mais je vois les ouvertures, c'est Arnold Allen qui casse un peu le rythme en gaucher et qui explose et qui expose le menton. Euh, c'est vraiment pas le scénario que j'aimerais voir en soi pour Max Holloway, tu vois. Mais je peux le voir sportivement, je peux voir. Je pense que Arnold Allen, il est en pleine montée. Je pense qu'il va arriver devant le public et ça va peut-être je sais pas si ce sera une future star, mais en tout cas, je le vois bien s'installer dans le top 3, top 5, tu vois, avec cette Ouais, clairement. victoire-là, tu vois. Et j'ai peur que Max Holloway. Mais après, voilà, c'est toujours pareil, c'est un mec, ils sont à tel niveau, tu vois. Mais j'ai peur que Max Holloway ne sous-estime un petit peu, tu vois. Ouais. En fait, j'ai peur qu'il surestime son menton, qu'il surestime les frappes, qu'il veuille passer pour imposer son volume et tout, et que la puissance de- d'Arnold Allen vienne le Le remettre à la surprendre. réalité, tu vois. Ouais. Et donc moi, je vais pronostiquer, c'est un pronostic risqué, clairement, mais je vais pronostiquer un victoire par KO de Arnold Allen. Ouais. J'aime bien quand tu prends des risques. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. C'est plus chouette aussi, ça donne une dynamique au podcast. Et on va voir en commentaire si des gens sont d'accord avec toi, ça va être Comme, intéressant. co- Je comme, pense que... comme j'ai dit, hein, moi je vois vraiment les deux scénarios possibles. C'est voilà, si j'ai 10 euros et je dois parier et que je voulais faire de l'argent, c'est plus risqué forcément, hein. C'est un pari risqué. Ah ouais, Mais tu gagnes beaucoup plus si ça arrive, ouais. ouais, si ça arrive. Mais en tout cas, j'arrive à imaginer ce scénario-là dans ma tête, quoi. Ouais. Ok, et en termes de préférence, ça va être difficile à répondre Alors, pour moi. Parce que pour moi, il y a le côté humain, il y a le côté sportif. J'aime les deux. Désolé, je réponds en premier. ouais, non, vas-y, 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 vas-y. Donc, humainement, j'aime les deux. Pour moi, la question que je me suis posée, sur laquelle j'ai toujours pas de réponse, c'est pourquoi est-ce que Max Holloway reste en featherweight? Il a perdu 3 fois contre le champion. Alors oui, Israel Adesanya a gagné contre Pereira à la 4e fois où ils sont rencontrés, si on additionne les deux sports de combat où ils sont rencontrés. Je vois pas l'UFC faire Alex Volkanovski contre Max Holloway 4. Max Holloway est un gros cutter. Ok, sa montée en lightweight contre Dustin Poirier, ça n'a pas été le résultat qu'il attendait, mais c'était pas une vraie montée, c'était une Mm, montée temporaire. mm, Donc je me dis qu'il pourrait vraiment avoir de chouettes combats en lightweight, en préparant vraiment son corps à ça. Arrêter de faire des cuts drastiques qu'il fait depuis ses 19 ans dans cette division-là. Son corps a évolué depuis, sa maturité musculaire aussi. Donc je suis vraiment surpris de le revoir en featherweight. Alors évidemment, si Yair Rodriguez bat Alex Volkanovski et qu'on peut avoir un Yair contre Max Holloway 2 pour la ceinture, je signe à deux mains.
Mais pour la suite de la division, j'en ai marre de voir un Max Holloway qui éteint tous les contenders et qui filtre tout pour Volkanovski. Donc j'ai quand même cette petite préférence sportive pour voir Arnold Allen s'imposer, forçant Max Holloway à monter en lightweight. Ouais, après, on peut avoir le scénario Max Holloway l'emporte, et Mhm. puis il s'installe dans son canapé et il voit ce que fait Volka Ouais. contre Yair. Si Yair gagne, ben, c'est la revanche, il se fait blinder de dollars. Si Volka gagne, il se dit, bon, bah, je monte en lightweight, tu vois. Ouais, mais alors ta division est bloquée Pour, parce que t'as pas de nouveau contender pour Alex Volkanovski, quoi. C'est aussi Cerudo ou Sterling qui viennent le challenger après, ouais, peut-être. ouais, je pense. Après, c'est réglé. Et Voilà. Volkanovski, L'UFC a tellement d'options il va vouloir sa revanche. On veut voir en plus. la revanche, tu Ouais. vois, donc avec Makhachev. Donc bon, je pense qu'il y a. Alors moi, ma préférence, j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les deux. Je t'avoue que j'aimerais. Je sais pas. Ça va vraiment dépendre. Si Max Holloway arrive, propose quelque chose de nouveau, je, je, j'aimerais le voir gagner. J'aimerais le voir soit monter chez Lightweight ou une revanche contre Yair Rodriguez, tu vois. Par contre, j'aimerais voir Arnold Allen aussi l'emporter et puis se frotter au gratin. Comme je te disais, hein, il vient de chez Firas Zabi, c'est un style que j'aime beaucoup, le style Rory McDonald, etc. Assez safe, avec des frappes. Tu vois, on parlait de jab, mais son cross gauche, il est incroyable aussi, tu vois. Toutes ces frappes qui sont bien sèches, bien, bien propres et tout, et puis assez complet partout. Donc j'aimerais revoir à très haut niveau les produits canadiens, tu vois. Enfin, canadiens. Ouais, Vous avez compris, hein, c'est un Firas. anglais, mais voilà. Ouais, qui se prépare depuis. En fait, depuis qu'il est à l'UFC, il se prépare chez Tristar. Avant, il était chez celui qu'on connaît très bien, Jack Mason, Ouais, tout à fait, tout à fait. euh, notre copain qui nous a permis d'avoir notre première expérience ensemble. Oula, je vais préciser ce que je dis. La première fois que je t'ai coaché dans un combat professionnel, c'était au VCMMA, dont le promoteur est, est Jack Mason, qui était le coach initial de Arnold Allen. Et je pense qu'il est encore dans le coin. Jack Mason, il Ouais, fait c'est encore possible, beaucoup. ouais. Ouais, ouais. Il y a Firas Zahabi, Jack Mason et le père de Arnold Allen qui forment le coin de l'anglais. Bon, ben, on a fait le tour de ce combat. On en Je a pense, parlé ouais. pendant presque 3 quarts d'heure, donc c'est plutôt pas mal. Ça mérite, hein. Honnêtement, ce combat méritait une grosse review. Donc, on va peut-être accélérer et passer sur les combats qui nous intéressent le plus en dehors de cette carte. Alors, moi, je vais partir d'un tweet que j'avais fait il y a très longtemps. Mhm. J'avais dit que je rêvais d'une Fight Night où on avait Cory Sandhagen, Brandon Royval et Bill Algeo sur la même carte. Alors, on n'a pas Cory Sandhagen parce qu'il a combattu il y a 3 semaines, mais on a quand même Royval et Bill Algeo. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que ce sont des combattants d'action. Ce sont des gars que tu les vois dans le combat, ils cherchent la victoire, mais ils cherchent surtout l'activité, ils cherchent la performance. Et, même Royval contre Bontorin, qui a voulu le bloquer complètement, on voyait un Royval qui arrêtait pas de bosser. Et c'est vraiment des styles qui me plaisent à mort. Donc ici, on a Royval en plus contre Nicolas, donc c'est vraiment un très très chouette combat. Ouais, Et on ouais, a ouais. Bilal Geo sur la carte. On a aussi beaucoup plus bas dans la carte Lando Vanata. Donc on a 3 profils de mecs qui viennent que pour de la performance, quoi. Et donc ça, c'est d'office 3 combats où on va prendre notre pied en tant que fan. Ouais, tout à fait. Moi, j'avais noté dans les combats qui m'intéressaient Carantino, et puis Oh, et j'avais noté aussi le combat Bantam, là, Munoz Gutiérrez. Donc, j'ai ouais, hâte de voir ce que la va guerre faire. de low kick. C'est dit? Alors pour que la guerre de low kick, Gutiérrez Ouais. contre Pedro Munoz. Alors, bah, j'ai hâte de voir ce que va faire Gutiérrez, tu vois. Et non, il y a plein de combats assez fun, hein. On a Clay Guida enfin voilà, qui est là pour la guerre, donc je pense qu'il a quand même beaucoup de fans aussi. Ça reste toujours des combats qui sont cool à regarder, enfin, dans son style, tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Ouais, alors juste pour une statistique, parce qu'on est passé vraiment du coq à l'âne surtout. Donc, le co-main event, c'est Billy Carantillo, Billy Q Mhm. contre Edson Barboza. Donc, Edson Barboza, forcément, on ne le présente plus. Pour ceux qui connaissent pas Billy Carantillo, franchement, allez voir son combat contre Shane Burgos. Les gens se souviennent pas de ce combat, il était extraordinaire. C'était sur la même carte que Michael Chandler contre Justin Gaethje. Donc, c'est pour ça que on a eu deux vraies guerres. Et Justin Gaethje contre Chandler, vu que c'était des name value, on en parle beaucoup plus encore aujourd'hui que Billy Q contre Shane Burgos, mais c'était magnifique. Alors, Billy Q, il touche ses adversaires 7,88 fois à la minute. Max Holloway, j'avais dit 7,24. Oh, c'est Donc, il est encore, ouais, c'est incroyable, il est encore plus actif que Max Holloway. Donc, rien que pour ça, ce combat, ça va être incroyable. Et en plus, c'est bien parce que Billy Q, c'est quelqu'un qui avance. Edson Barboza, c'est quelqu'un qui a du mal contre ceux qui avancent. Donc, on va aussi voir si Edson Barboza a trouvé une réponse face aux combattants à pression et à volume. Et toi, tu pronostiques qui entre Barbosa et Quarantier? Oh là 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 là. Non, je crois que c'est trop tôt pour Carantillo. Là, je pense que Barboza va faire ce truc. Excellent. Ouais, tu vois, que tu me dises ça, ça m'intéresse encore plus, tu vois. Je Ouais, en voyais. fait, c'est vraiment difficile à pronostiquer parce que j'ai l'impression que Edson Barboza est quand même en train de. Enfin, son move de descendre en bantamweight, en featherweight, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur pour lui. Mais j'ai l'impression qu'en fait, si t'as pas ce côté lutteur, tu vas galérer contre Edson Barboza. On l'avait vu contre Dan Hooker, par exemple. C'est un très bon striker, mais Edson Barboza est tellement au-dessus en pied-point. Hmm. J'ai vraiment. Je crois que 40, ça va être un peu comme Yanez contre Fun qu'on a eu récemment. On voit des chemins vers la victoire pour Billy Q, mais je crois que c'est encore un tout petit peu trop tôt dans sa carrière que pour aller se mesurer à Edson Barboza. Ouais, ouais, c'est cool ça. Moi, j'ai hâte de. J'ai vraiment hâte de voir ce combat-là, tu vois. Je pense que Ouais. on va voir. On aura peut-être un Quarantillo qui va arriver, qui va cartonner, et puis ça va vraiment bien le. J'aime bien parce que ça va mettre des combattants en lumière, je pense. On a soit des Ouais. gars assez. Sur cette carte-là, j'ai vraiment l'impression que l'UFC, c'est soit on met de la lumière sur des nouveaux combattants, soit vous nous prouvez que vous avez encore votre place et que vous en voulez encore, entre guillemets, quoi. Ouais. Ouais, il y a aussi Musarkanov contre Jacobi. Donc pour les fans de pied-point, ça va être assez sympa ça en light heavyweight. Mhm. Musarkanov, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de se faire un nom justement. Jacobi, on le connaît, il commence à stagner à sa place à l'UFC, mais il offre toujours des combats assez fun. Euh, on a Yon Cute là-bas qui commence toujours sur les chapeaux de roue, qui accueille en light heavyweight un ancien heavyweight. C'est assez Ouais, rare de voir des mecs descendre de poids lourd tout à à fait. light heavyweight. Tanner Buzzer, qui Mhm. aussi hein, a quelques chouettes combats à proposer. Ouais, Donc franchement, la carte dans l'ensemble est incroyable. non, Incroyable. c'est clair. Écoutez là-bas, pour ceux qui ne se rappellent pas, qui ne le connaissent pas, c'est celui qui avait tenté la technique de l'homme sous, là, et qui s'était fait arrêter par l'arbitre. Contre Anne Kalaev, Et contre Canel, c'est assez vrai. c'était trop. Ah là là, qu'est-ce que ça m'a fait marrer. Et parce que des fois, en plus, on retombe sur des vidéos de ce combat-là, ça fait vraiment trop marrer. Mais Trop drôle. c'était incroyable. Enfin bon, ouais. Non, Et non. il y a aussi Gillian Robertson, c'est vrai qu'on peut toujours le souligner, hein, c'est celle qui a soumis très rapidement Rose Namajunas en grappling. Ok, je connais pas elle. Attends, là tu me fais hésiter, mais Gillian Robertson, c'est celle avec les cheveux roux. Ouais, c'est Si je possible, me hein. rappelle bien ça. Donc elles ont fait un combat en grappling. C'était il n'y a pas si longtemps, hein. C'était juste après que Rose Namajunas s'est perdue contre Carla Esparza. Et Mhm. elle la soumet, je pense, en 65 secondes, je vois ici. Euh, c'est quoi le nom d'événement? Au Fury. C'est un truc qui passe sur l'UFC Fight Pass. Mhm. C'est le main event. Et, Ah oui, si, ça me parle maintenant. Ouais, ouais, tout à fait. donc très très bon sol, Gillian Robertson. Elle n'arrive pas vraiment à percer à l'UFC parce qu'elle fait 2 victoires, une défaite, 2 victoires, une défaite. Ce genre de truc, je vais aller vérifier ce que je dis. Mais voilà, si ça va au sol avec elle, c'est toujours chouette à voir. Ouais, non, c'est plus 2 victoires, une défaite, 2 victoires, une défaite, 2 victoires, 2 défaites, une victoire, une défaite, une victoire. Ouais, donc voilà, elle ne perce pas, mais elle a souvent des petits combats assez sympas. Elle a encore aucun. Ouais, elle a que des victoires par clé de bras. Pardon, par soumission. Donc ouais, ça peut être sympa pour commencer la soirée. Bah ouais. Voilà. Non, bon, je pense qu'on a Ok. fait le tour. Je pense que
Et puis comme d'hab, hein, je pense que même sur certains combats qu'on n'a pas énoncés, on risque d'avoir des chouettes surprises. Toujours. Je vais pas dire toujours, mais très souvent, ouais, il y a des combats, on connaît pas spécialement les gars, ou on a oublié qui c'était, et Ouais. puis ils sont là Ouais, ouais. pour marquer les esprits, parce que quand tu es en Fight Night comme ça dans l'UFC, c'est un peu ça que tu dois chercher à faire. Parce que tu as deux façons en fait de grimper à l'UFC. Soit tu enchaînes des victoires en cherchant que la victoire sans être performant, et du coup, quand tu as 8 victoires d'affilée, l'UFC est obligé de faire un focus sur toi. Ou bien tu cherches à marquer les esprits sur des coups d'étincelle, comme on dit. Et puis là, les gens commencent à te repérer, à parler de toi. Mmh, mmh, mmh. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ok, Bon, bah, bon, merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. Merci à toi, Brian, toujours pour ton temps et ton expertise. Je pense que moi, ça me fait énormément plaisir d'échanger avec toi, et je pense que on le voit en commentaire, ça fait énormément plaisir aux gens de pouvoir euh, boire de tes paroles et de tes connaissances en MMA. ouais, bien les tiennes aussi. Et j'espère, enfin voilà, sur les commentaires, avoir vos avis. Moi, ça m'intéresse grandement. Donc, pour rappel, Chris voit la décision, moi je vois un KO, comme ça, on va faire clair. Vous voyez quoi? Et, et voilà, et si vous pensez. Bon, on n'a pas beaucoup je pense pas que tu aies beaucoup d'anglais qui vont venir mettre des commentaires dans tes pages, parce que sinon, j'aurais plein de gars d'accord avec moi, tu vois. Je vais envoyer un message à Arnold, je vais lui dire, viens, écoutez ça, Ouais, ouais. quelqu'un qui doit gagner par KO. Non, non, non. Donc je pense que les gens vont être surtout d'accord avec toi parce qu'ils aiment beaucoup Max Holloway. Mais Max Holloway. si vous êtes pas sérieux, on va appeler des fans anglais là pour venir équilibrer la balance. Honnêtement, je pense que alors, Max Holloway est plus connu, mais je pense que personne ne déteste Arnold Allen. C'est quelqu'un qui est fort apprécié du public Ah aussi. oui, C'est juste que les gens n'ont pas encore eu le temps de développer une réelle attache pour lui, ah oui. alors que Max Holloway est ultra apprécié. Mais je pense que ici, tout le monde sera de notre avis en disant, c'est difficile de vraiment donner une préférence parce que c'est deux gars qu'on aime. C'est juste qu'il y en a un qu'on aime plus Ouais. que l'autre a priori. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais Ok. en tout cas, j'espère que ça mettra la lumière sur Arnold Allen, sur sa personnalité et ceux qui ne le connaissent pas et qui veulent le découvrir un petit peu sur Twitter. Je sais pas s'il est encore aussi actif. Mais il y a Ouais, je pense. régulièrement des petites phrases qui sortent, qui sont assez drôles, quoi, qui font marrer. Ouais, il est chouette à suivre. Enfin voilà, c'est un humour un peu anglais, hein, C'est le meilleur humour. Ça, on c'est est vrai que d'accord. Allez, bonne journée à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Brian Boulan, il y a tous ces liens qui Ouais, sont chaque fois dans le haut de la description. Allez le suivre. Et bonne journée. À la semaine prochaine. ciao, ciao, ciao tout le monde. Et à dimanche pour le récap. Super. Ciao.